Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Me voici dans l'État de Veracruz pour la première fois. C'est le 7e État que je visite au Mexique. J'ai commencé par l'État de Oaxaca, qui s'est avéré être mon favori, et il est bien possible que je m'y installe. Puis j'ai visité le Chiapas, le Quintana Roo, le Yucatan, l'État de Campeche. J'ai été jusqu'en Basse-Californie où je pensais continuer dans cette région. Et puis j'ai dû revenir à Campeche pour des raisons administratives. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Et puis maintenant, me voilà à Veracruz. Je vais ensuite aller dans la ville de Mexico City, toujours pour des raisons administratives. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, je vais plutôt vous montrer quelques images de cet état de Veracruz et des animaux qui y vivent, puisque nous allons parler d'animaux. J'apprécie de voir une belle rivière comme ça, avec de l'eau pure, non polluée. Est-ce que cette aigrette neigeuse apprécie aussi? Est-ce qu'elle se rend compte qu'elle a de la chance? Ou ce martin pêcheur vert? Ces oiseaux sont respectés, ils ne sont pas chassés. Regardez cet ortali de cachamel, c'est un oiseau qui est souvent utilisé comme gibier, et il est alors très farouche. Donc quand il y a des chasseurs, il le sait, et il s'enfuit des humains. Ici, il ne s'enfuit pas, donc il n'a pas peur. En est-il conscient? Écoutons une seconde ce cuiscal à longue queue, qui est en nyctéridé, tout comme le cacique de Montezuma que vous voyez maintenant, et qui fait un chant encore beaucoup plus extraordinaire, que j'espère vous présenter dans ma fiche du 1er janvier 2022. Donc on est dans une magnifique région, je suis dans le village de Tebanca, précisément, sur le bord du lac, comme vous voyez, et on peut se poser la question, est-ce que les humains sont les seuls à apprécier un beau lac, une belle forêt comme ici, ou est-ce que ces animaux qui sont paisiblement dans les prairies, comme ces hérons garde-bœufs, ou les bœufs, ou les chevaux, vous voyez ces chevaux par exemple, bien sûr qu'ils sont enfermés, il y a des clôtures, mais elles sont loin, ils ont des grands espaces où ils peuvent courir. Regardez ce petit, il est avec ses parents, il a une vie identique à celle qu'il aurait si c'était des chevaux sauvages. Sont-ils conscients qu'ils sont prisonniers des humains? Sont-ils conscients qu'un jour peut-être ils seront exploités, utilisés? Ou est-ce qu'ils apprécient pleinement le moment présent? On n'est évidemment pas dans leur tête. Et on ne communique pas avec eux. On n'a pas encore inventé la télépathie avec les animaux. Donc, on a plein de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Mais que dit la science? Tout d'abord, il faudra définir les termes, et puis on va voir ce que la science nous propose comme réponse. Et là où on n'a pas de réponse de la science, on va pouvoir pousser un petit peu la réflexion. Lorsque vous cherchez la signification d'un terme, normalement, votre premier réflexe est d'aller voir au dictionnaire. Le dictionnaire est une excellente référence pour les mots du langage courant, mais une très mauvaise référence pour les notions scientifiques. Donc, est-ce que la conscience est en termes du langage courant ou une notion scientifique? En fait, c'est les deux. Donc, on va étudier ce que disent les deux côtés et on va essayer de faire une synthèse et de voir où en sont les connaissances. Les connaissances, mais justement, la conscience, selon le Robert, c'est connaissance immédiate de sa propre activité psychique, donc le contraire de l'inconscience, ou connaissance immédiate spontanée. Bon, admettons qu'avec ces définitions, on n'a pas appris grand-chose. Avec le Larousse, voyons. Connaissance intuitive ou réflexive immédiate que chacun a de son existence et celle du monde extérieur. Synonyme, sens, sentiment. Ah, donc il y aurait un lien entre les sentiments et la conscience. Deuxième proposition, représentation mentale claire de l'existence, de la réalité de telle ou telle chose. Donc synonyme, idée, représentation. Bon, en psychologie, dit le Larousse, fonction de synthèse qui permet à un sujet d'analyser son expérience actuelle en fonction de la structure de sa personnalité et de se projeter dans l'avenir. Avouez que par rapport à notre question sur la conscience des animaux, ces définitions ne nous ont pas beaucoup aidés. On va essayer de voir maintenant ce que dit la science. Bien souvent, on a des publications scientifiques qui répondent très clairement à des sujets, alors que les dictionnaires nous donnent des informations pour le moins parcellaires.
Alors, on va quand même prendre une référence grand public, un truc qui est facile à lire, a priori, et voir si on peut en tirer des conclusions intéressantes et s'il suffit en fait de s'arrêter à ce que dit la science ou bien est-ce qu'il est nécessaire d'aller chercher dans plus de détails, de réfléchir à ce que nous pensons réellement. La science n'a pas toujours réponse à tout, contrairement aux croyances parfois répandues. La science cherche, trouve et ouvre de nouvelles questions et parfois elle n'a pas de réponse à ces questions. Voyons ce que dit le magazine scientifique grand public bien connu Science et Vie. Qu'est-ce que la conscience? Alors notez tout de suite qu'il dessine en cerveau, sous-entendant que la conscience est dans le cerveau, et en cerveau humain. Notez aussi les 26 minutes de lecture. Manifestement, le sujet n'est pas un truc qu'on peut expédier en 2 minutes. C'est important de le souligner. Comment définir et localiser la conscience, demande-t-il. Les progrès de la neuroimagerie ont laissé penser que la réponse était accessible. Pourtant, elle échappe encore aux scientifiques. Jusqu'à quand? Bon. Donc, bien sûr que je le savais, bien sûr que j'aurais pu vous le dire platement, la science ne sait pas ce que c'est la conscience. Ça, c'est le dire platement pour que tout le monde comprenne. Alors évidemment, on va me dire oui, mais il y a des études, il y a des scientifiques qui disent que, évidemment, ils sont curieux, ils cherchent, ils ont envie de savoir, c'est ce que je fais aussi. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui a une réponse qui ferait consensus. Sinon, il y a aussi des philosophes qui parlent de la conscience. Mais ils donnent leur avis, leur analyse, elle peut être cohérente, intelligente, mais c'est pas pour ça que c'est la réalité. Et donc, clairement, on ne va pas lire les 26 minutes d'article, mais je voudrais quand même reprendre cette phrase, qui est le titre de leur chapitre ici, cette fameuse phrase de Descartes. Je pense donc je suis. C'est très intéressant parce que c'est un article sur la conscience. Alors, est-ce que penser et la conscience ont un lien? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça n'a rien à voir? Alors, si c'est la même chose, et que penser est avoir une conscience, je pense donc je suis, signifie que notre individu n'existe que s'il a une conscience. Très important. 1. La science ne répondra pas à vos questions. Il y a des différentes discussions, des points de vue, mais il n'y a pas des études qui permettent de répondre clairement qu'est-ce que c'est la conscience. On sait tous ce que c'est, mais sans pouvoir la définir, c'est difficile de projeter sur les autres. Est-ce qu'ils ont la même chose que nous? Est-ce qu'ils ont une conscience différente? Est-ce que les animaux ont une conscience? Sans donner une définition à la conscience, c'est impossible de répondre à cette question. Ça m'a toujours semblé logique que la science ne parvienne pas à définir la conscience. Pourquoi? Eh bien parce que la science, elle vient de la conscience. C'est notre conscience qui est curieuse et qui voudrait savoir dans quel monde on vit, pourquoi on est là, comment le corps fonctionne. Tout ça, ce sont des questions de la conscience. Donc, la science est en fait une production de la conscience. Comment est-ce que la conscience pourrait dès lors étudier la conscience? Pour moi, c'est la même chose que demander comment un appareil photo pourrait se prendre en photo. Il y a plein d'images possibles, hein. Comment est-ce qu'une balance pourrait mesurer son propre poids? C'est la même chose. La conscience, réfléchissez bien à ça, c'est l'origine de la science. C'est elle qui est curieuse. Et donc, elle ne peut pas s'étudier elle-même. La conscience produit la science. Elle peut étudier tout ce qu'elle a autour d'elle, comme un appareil photo peut prendre en photo tout ce qu'il a autour de lui, sauf lui-même. Et c'est pour ça, à mon avis, que la conscience n'est toujours pas définie par la science. Surprise, je ne suis plus à Veracruz, je suis dans la ville de Mexico. Ça fait plus de 15 jours que j'essaie de préparer cette vidéo et j'étudie tout ce qui est publié sur la conscience. Et en fait, c'est un sujet absolument extraordinaire, super passionnant, mais très vaste. On n'a pas de définition, la science cherche, ne trouve pas. Et donc, j'ai tellement de choses à dire que je ne pourrai jamais le dire en une vidéo. Je vais donc abandonner l'idée de tout vous dire en une vidéo et je prévois pour 2020 une série de suites à celle-ci. Ça dépendra évidemment aussi de votre intérêt. Mais j'en ferai au moins une ou deux. Il y a vraiment trop de choses passionnantes à dire. Mais si j'ai voulu faire cette vidéo maintenant, c'est parce que j'ai une autre vidéo que des gens me demandent depuis longtemps sur l'antispécisme. Et pour parler d'antispécisme, il faut parler évidemment du respect des individus en fonction de leur sentience, à savoir du fait qu'ils soient capables de souffrir ou non,
de leur intelligence peut-être, de leur façon de penser, de leur ressenti ou de leur conscience. Bon, je ne vous en dis pas plus, je pense que vous comprenez de quoi je parle, mais seulement, pour pouvoir aborder convenablement l'antispécisme, il faut discuter justement du fait si cette conscience est individuelle ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'analyse de l'antispécisme par rapport à l'individualisme. Je vais vous expliquer ça donc dans l'autre vidéo sur l'antispécisme, mais il faut d'abord qu'on discute ici du lien entre la conscience et l'individu. Puisqu'on parle des animaux, eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà été impressionné par les groupes d'animaux, comment ils sont parfois capables de faire des mouvements collectifs à une vitesse incroyable, sans jamais faire la moindre collision. Ils peuvent éventuellement faire une collision avec un objet artificiel, ou une branche, ou un rocher, mais jamais ils se touchent entre eux. Alors, il y a des scientifiques qui ont tenté d'étudier cette question, et il y a des propositions de réponse. Il n'y a toutefois pas de réponse définitive qui fait consensus, donc il y a encore de quoi avancer, et notamment parce qu'il y a une théorie qui a été avancée par divers experts, qui a notamment été reprise par Bernard Werber dans son fameux livre, enfin sa trilogie Les fourmis. Ce serait qu'il n'existe pas qu'une conscience individuelle. Il pourrait exister une conscience collective, une conscience de groupe. Par exemple, quand vous voyez des poissons, des bancs de poissons, évoluer à une vitesse incroyable en faisant des mouvements de zigzag, par exemple pour échapper à un prédateur, sans faire la moindre faute, sans qu'il y ait la moindre collision entre ces petits êtres qui sont parfois à quelques millimètres les uns des autres, qui se déplacent à une vitesse très rapide et qui ne se touchent jamais. Comment ils font? Eh bien, une possibilité, ce serait que dans un certain état d'esprit, il faudra aussi qu'on définisse le mot esprit d'ailleurs. Bon, ici, état d'esprit, vous comprenez évidemment dans quel sens je m'entends. Eh bien, il y aurait une forme de connexion entre les différents poissons ou les différents animaux, c'est valable pour les étourneaux, les oiseaux par exemple, et à ce moment-là, ils se déplaceraient entre les guillemets comme un seul homme. L'expression d'ailleurs sous-entend qu'il y aurait une seule conscience pour tous ces êtres. Mais quand ils sont tout seuls, parce que ça peut arriver, en train de se nourrir, eh bien ils auraient leur propre conscience. Donc ce qui pose la question, est-ce qu'on est obligé d'avoir une seule conscience? Est-ce qu'une conscience, la conscience individuelle, empêcherait éventuellement de se connecter à une conscience collective, une conscience supérieure dans le sens plus large, parce qu'elle concerne plus d'individus? Donc vous voyez, il y a plein de questions possibles. Et en fait, bien sûr, on n'a pas la réponse. Sauf que c'est très intéressant pour nous de réfléchir à ça. Est-ce que nous, humains, qui sommes aussi des animaux, donc en général, ce que nous on peut faire, les animaux peuvent le faire et vice-versa, puisque nous sommes des animaux, eh bien, est-ce que nous avons une conscience au-delà de notre conscience individuelle ou celle qui paraît être individuelle? Eh bien, bien sûr, je ne vais pas vous répondre de façon scientifique à cette question, je n'ai pas la science infuse et la science n'y répond pas. Mais je vous propose une réflexion, ça c'est pas interdit. Et c'est cette réflexion-là qui, quelque part, changera tout au niveau des questions d'antispécisme et des questions connexes dont on va parler, bien sûr, le spécisme, le racisme, la discrimination, etc. On ne sait pas ce que c'est la conscience. Donc toutes les théories sont possibles. On a l'impression que la conscience, en quelque sorte, c'est nous, c'est soi. D'ailleurs, si vous réfléchissez bien, beaucoup d'êtres humains ont peur de mourir. Mais quand on leur demande de quoi ils ont peur exactement, ils peuvent avoir peur de l'inconnu, qu'est-ce qui se passe, etc. Ils peuvent avoir peur de souffrir du passage entre la vie et la mort. C'est tout à fait compréhensible, hein, on n'a pas envie de souffrir. Mais quand on creuse un petit peu, qu'est-ce que les gens ont peur de perdre? Est-ce qu'ils ont peur de perdre leur corps vieillissant, devenu moche? En fait, ils ont peur de perdre leur conscience. Mais leur conscience, peut-être au sens large, avec la mémoire, avec le système de pensée. Ils n'ont pas peur de perdre leur corps en général. Si on leur disait on peut vous greffer un corps tout neuf, jeune, et vous avez 50 ans de plus, la plupart des gens accepteraient. À condition de garder quoi? De garder, c'est difficile de dire quoi? Notre conscience, notre ego, notre personnalité, notre mémoire, voyez?
Donc il y a plein de questions qui se posent. Il faudra définir tous ces termes, comparer tous ces termes. Et justement, ce sont des sujets que je vais aborder dans les vidéos suivantes, parce que ça me semble vraiment intéressant. D'ailleurs, cette question se pose quand on parle du respect des animaux. Je me souviens d'une personne qui s'appelle Dominique, et avant que le véganisme se généralise parmi les amis des animaux, il y avait beaucoup d'amis des animaux prétendus, donc qui mangeaient de la viande, et ce ou cette Dominique, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, envoyait des emails en disant « Stop à l'hypophagie ». Et je répondais toujours, mais je ne mange aucun animal, mais pourquoi cette discrimination? Soit vous estimez que manger des animaux, ça va, alors manger des chevaux ou pas, qu'est-ce que ça change? Ou alors vous estimez que manger des animaux, ça ne va pas, alors pourquoi ne pas demander aux gens d'arrêter de manger les animaux? Et pourquoi juste les chevaux? Et rarement la personne me répondait, parce que c'était une spammeuse, elle envoyait ça partout, mais de temps en temps j'ai une réponse qui me disait, oui mais les chevaux sont plus intelligents. Alors, moi je trouve ça ridicule, mais c'est quand même intéressant. Est-ce qu'il y a un lien entre l'intelligence, la capacité à souffrir, ce qu'on appelle la sentience, la capacité de ressentir des émotions? On peut très bien ressentir des émotions sans souffrir. La pensée, être capable de penser, la mémoire, la conscience. Est-ce que tout ça est la même chose? L'esprit, je pourrais même dire l'âme, ça fait très religieux. Mais vous voyez, on n'a pas de définition correcte pour certains de ces termes, et donc les limites sont floues, donc la limite des termes connexes peut éventuellement être floue aussi. Donc vous voyez qu'il y a vraiment de quoi creuser très profondément ces questions. Ce que je ne vais pas faire ici, que je ferai par la suite, surtout si ça vous intéresse, mais j'en ferai certainement une ou deux parce que moi, ça me passionne. Donc, est-ce que la conscience est nécessairement individuelle? On ne peut pas répondre à la question puisqu'on n'a pas de définition de conscience. Mais je vous propose une image, une analogie, vous savez que j'aime ça, et non, je ne vais pas prendre le cas d'un bateau qui coule, on n'est pas du tout dans ce genre de cas de figure. Je vais vous prendre en exemple beaucoup plus technique, Internet. Imaginez qu'on a Internet. Vous allez dire, pas besoin d'imaginer, ça existe. Ben voilà. Mais vos ordinateurs, vos terminaux, ils se connectent à Internet, ils n'ont pas réellement de gros processeurs, de gros disques durs, c'est vraiment en terminal, et tous vos travaux se font sur l'Internet central. Et grâce à ça, toutes les personnes qui se connectent ont un comportement cohérent. Si vous voulez, le principe, la philosophie, je pourrais presque dire les ordres, mais s'il y a les ordres, ça donne l'impression qu'il y a en chef. C'est pas ça. Mais les algorithmes, je dirais de l'ordinateur central, on va l'appeler comme ça, eh bien, forcément, ça s'applique à tous les ordinateurs, puisque tous les ordinateurs dépendent de l'ordinateur central. Et donc, tous ces ordinateurs peuvent avoir une action cohérente. C'est en fait ce qui se passe avec les animaux. Si vous regardez bien, tous les animaux d'une espèce ont ensemble un comportement qui est cohérent, voire intelligent. J'en ai parlé dans une vidéo, sans aborder évidemment le problème de la conscience, de savoir si ces animaux étaient conscients de leur intelligence, ça c'est encore une autre histoire. Ce n'est pas la question ici. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'être humain? Eh bien, l'être humain manifestement a un comportement qui est très différent des autres animaux. Nous avons beaucoup de problèmes à cause de ces différences. Nous avons souvent souligné l'égoïsme de l'être humain, mais aussi on voit des conflits entre des groupes ethniques, des pays, des intérêts financiers, des races, des religions, vous voyez. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de cohérence dans notre espèce? Eh bien, ce que j'ai proposé dans un article, je vous propose d'aller le lire, hein, je n'ai pas changé une ligne à cause de cette vidéo. Ce que je propose dans cet article donc, eh bien, c'est qu'en fait, c'est notre problème principal, c'est l'individualisme. Et l'individualisme, je le définirais comme, nous sommes ces ordinateurs connectés à l'ordinateur central via une sorte d'internet, comme tous les animaux, sauf que nous avons tellement développé notre ordinateur individuel, notre fameux cerveau dont on est si fier, l'espèce la plus intelligente que nous sommes, qu'on s'est carrément déconnecté de l'Internet. Et donc, au lieu d'avoir une action cohérente en tant qu'humanité, on a des actions individuelles, qui ne sont pas concertées avec les autres ou trop peu, pas de façon automatique en tout cas, il peut y avoir des négociations, etc., des groupes qui se forment, mais vous avez remarqué que quand on fait les choses intellectuellement, on arrive rarement au niveau de ce qui se fait, je dirais, naturellement. Par exemple, marcher. Essayez de marcher en toute conscience, en réfléchissant à chaque muscle qui doit bouger. À mon avis, vous allez boiter. La respiration. Qui
dans des circonstances normales et bien équilibrées. Mais si vous commencez à réfléchir à la respiration, vous allez voir, ça va être désordonné. Sauf si vraiment vous méditez, vous vous concentrez. Mais pour arriver à vraiment une belle respiration, il faut faire un effort, alors que ça se fait automatiquement. Il n'y a pas que chez l'être humain. Quand vous pensez à la pollinisation, aux relations prédateurs-proies, à l'équilibre des populations, etc. Il n'y a pas de surpopulation dans la nature, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais dès que l'humain s'en mêle et fait des élevages, eh bien il y a des surpopulations. Il fait de l'agriculture, il y a des surpopulations. Nous déséquilibrons toujours tout quand on veut contrôler les choses intellectuellement. Donc, notre super-intellect, parce que certes, au niveau intellectuel, nous paraissons être l'espèce la plus évoluée de la planète, mais ça nous a déconnectés de l'Internet central, de la conscience collective, hein, vous avez compris l'analogie, et à ce moment-là, notre comportement devenu incohérent détruit la planète, la vie sur Terre, la biosphère, peu importe les termes que vous préférez utiliser. Voilà, j'espère que cette petite analogie va vous faire comprendre non seulement la notion d'individualisme que j'explique dans l'article, donc je vous invite à aller le lire pour compléter si jamais vous pensez que j'ai été un petit peu vite ici sur la fin, mais aussi que vous aurez les bases nécessaires de mon approche. Je dis bien mon approche, hein, il n'y a pas de preuve de ce que j'avance ici, c'est juste une théorie, mais il n'y a que des théories, puisqu'il n'y a aucun consensus scientifique. Donc, si vous comprenez cette théorie, vous comprendrez très bien, très facilement, ce que je vais vous expliquer sur l'antispécisme, parce que l'antispécisme, il s'agit de respecter de la même façon tous les individus, quelle que soit leur appartenance spécifique, mais vous voyez bien que respecter les individus, est-ce que ça a un sens déjà? Est-ce que c'est vraiment les individus qu'il faut respecter? D'ailleurs, réfléchissez un petit peu. Nous, humains, quand on parle des droits de l'homme, on parle des droits individuels, mais si vous étudiez tous les groupes qui protègent la biodiversité, ils s'occupent des espèces. Donc, ils ne pensent pas à un individu en particulier. D'ailleurs, beaucoup d'écologistes sont prêts à tuer des individus pour sauver des espèces. Donc, c'est quoi qui compte finalement? L'individu ou l'espèce? Eh bien, à travers la question de la conscience, vous allez voir qu'on va pouvoir répondre de façon beaucoup plus intelligente à cette question et peut-être enfin mettre fin au conflit entre les animalistes qui vont tout faire pour sauver un chat, un chien ou même un rat qui est blessé, mais ne s'occupent pas de la biodiversité, et les écologistes qui sont prêts à massacrer des populations entières pour sauver des espèces menacées. Voilà, je vous remercie pour votre attention et votre intérêt. Je vous encourage à mettre des commentaires, parce que si vous êtes intéressé, si je vois que ça réagit, ça me donnera envie de creuser encore plus et de publier encore plus de vidéos. Évidemment, si je vois qu'il n'y a aucune réaction, c'est moins passionnant. Je le ferai quand même, parce que là, vraiment, ça m'a accroché quand je vois tout ce que la science publie, tous les sujets que la science ouvre en essayant de définir la conscience. Voilà, j'ai d'autres vidéos qui arrivent très bientôt. Je vais travailler très fort maintenant que je suis en ville. Enfin, je vais faire mon possible et donc je vous dis à bientôt, avec grand plaisir.